Salut, ici Maps, bienvenue au balado Qu'est-ce que tu lis? Un endroit où on parle de nos lectures tout simplement. Et aujourd'hui, c'est le 9e épisode de la 2e saison. On commence ça aujourd'hui avec un magnifique panel, comme toujours, des gens qui sont là souvent et des gens qui étaient là une fois. Donc, on aime bien ça, au moins rencontrer les gens plus qu'une fois, là, 2 fois déjà, c'est un peu mieux. Alors, dans un endroit différent de d'habitude, on retrouve mon acolyte Sylvain Desmentiers. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Moi, je pense que j'ai été là au moins 2 fois. Au moins 2 fois, je crois. On a aussi Josée. Je crois qu'elle a été au moins 2 fois parmi nous. Bonsoir Josée. On a pour la 2e fois avec nous ce soir Étienne. Bonsoir Étienne. Oh, je pense que ton micro est fermé, ou en tout cas, ça semble dire qu'il est fermé. Peut-être. Bonsoir tout le monde. Voilà, il est là avec nous. Et on a aussi Caroline pour la 2e fois. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, voici notre panel pour cette magnifique soirée. Je vous ai teasé un petit peu avec notre 2e sujet, mais on va commencer doucement. On va parler de nos lectures actuelles. Alors, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On se 13 mars aujourd'hui, hein? 13 mars? Oui, je pense bien. J'ai une stagiaire, fait que je fais plus le calendrier avec mes élèves. Je suis tout mêlée. Aucune idée, on est quel jour. Bonsoir, Steph Greg. Alors, bon, Caroline, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Bonsoir. Je lis plusieurs choses en même temps, mais là, j'en ai choisi 2. Parfait. Alors, parce que je ne vais pas parler longtemps de chacun. Le premier, Charlotte Biron, Oui. Jardin Radio. Je dois admettre, Maps, qu'il y a une demi-heure, je suis allée voir sur Goodreads, puis j'ai vu que tu l'avais déjà lu. Mais c'est pas grave. J'ai acheté un peu par hasard, puis je lis pas souvent les blurbs en arrière. Puis là, celui-là, ça commence par une boîte de carton, une cassette, un téléphone, une radio. Le décor est dépouillé. Bon. Pour moi qui suis musicienne à temps partiel, ça me parlait. Mais j'ai arrêté de lire là. Mais la phrase suivante, c'est « Le corps est en convalescence ». Puis jusqu'à maintenant, j'en ai le tiers de lu, ça parle plus de maladie que de musique. Oui. Ceci dit, ça me plaît bien. C'est la narratrice apprend qu'elle a une tumeur osseuse et ben, c'est sa réaction, son état d'être souvent un peu perdu dans ses pensées. Je pourrais un peu comparer ça au deuil, les premiers temps d'un deuil où on est là, mais on n'est pas là, on pense à d'autres choses, mais on ne sait plus où on est rendu. Ouais. Puis, ma meilleure amie lutte contre un cancer depuis 8 ans. J'aurais lu ça au début, puis ça aurait été trop dur. Ouais. Mais maintenant, il y a quand même des éléments que je reconnais. Puis, je dois dire que j'aime assez ça. Je n'ai le tiers de lu, je l'ai commencé hier soir. C'est pas nécessairement une lecture facile, mais j'aime quand même l'espèce de parfois d'envolée lyrique, parfois un peu poétique, la façon dont elle décrit les choses. C'est pas du tout linéaire, mais je pense que quand on est frappé par une annonce comme ça, surtout que, bon, elle était jeune au moment où elle a l'annonce, là, fin vingtaine, peut-être 30 ans, je comprends le ressenti. Donc, ben, jusqu'à maintenant, ça va bien. Je suis heureuse de ma lecture. Et sinon, l'autre, c'est une amie qui m'a recommandé ça. Et ça s'appelle « Le féminisme québécois raconté à Camille » par Micheline Dumont. La Camille du titre, c'est la petite fille de Micheline Dumont. Et ben, c'est l'histoire du féminisme québécois. J'ai commencé ça samedi, jour international des droits des femmes. Hein, c'est un petit peu concept. Donc, le féminisme de 1890 jusqu'à nos jours, je suis rendue, vous voyez, à peu près à la moitié du livre. Ben, c'est intéressant, mais c'est un peu troublant aussi de voir combien ça a pris de temps à ce que les femmes obtiennent des droits. On pense souvent au droit de vote, là, mais dans les années, au début des années 60, là, puis là, je ne parle pas de l'époque de Cro-Magnon, là, mon frère et ma sœur étaient nés
à ce moment-là, pas moi, mais mon frère et ma soeur, oui, les femmes mariées avaient comme pas le droit d'avoir leur compte de banque. Puis celles qui avaient le droit de continuer à travailler après être mariées, bien, souvent, c'était le bonhomme qui ramassait la paye. Ouais. Puis là, on ne parle pas là, d'il y a 300 ans. Là. Ce qui fait que c'est... Quand on voit les efforts que ça a pris pour avancer, pas beaucoup, puis à quel point c'est facile de reculer. Moi, j'aurais envie de dire, je ne sais pas là, la moyenne d'âge de notre public, là, mais j'aurais envie de dire, mesdames, entre 20 et 40 ans, si vous êtes à peu près éteinte comme moi je l'étais à 20-25 ans en pensant qu'on n'avait plus besoin d'être féministe parce que le chemin était ouvert, là, bien, lisez-le, s'il vous plaît, surtout ces temps-ci. Là. Donc, c'est ça mes lectures. Très joyeux. Sur l'esclavage, là, je suis sur le féminisme. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça m'arrive des fois d'avoir des lectures légères. C'est drôle parce que pendant que tu parlais de Jardin Radio, je suis retournée à mes notes parce que j'étais comme, je l'ai lu, je pense que c'est son premier roman parce que je l'ai lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Puis j'étais comme, il me semble que ce que je me souviens de l'appréciation de ce roman-là, c'était comme bof, tu sais. Puis fait que j'essayais de j'étais allée sur mon Goodreads pour me souvenir. Puis ce que j'avais aussi en tête, c'est qu'il me semblait que il y avait quelque chose de très littéraire, tu sais, quelque chose de... puis, maintenant, l'autrice, elle est professeure de littérature à l'UQAM. Au moment où elle écrivait, elle mentionne qu'elle commence son doctorat en littérature. Donc, c'est sûr que ça paraît un peu dans ses références, dans sa façon d'écrire, de faire le suivi. Oui, vraiment. Puis en tout cas, pour moi, c'était des choses qui cotaient pas super fort là, dans mes préférences. Une narration éparpillée. C'est très méta aussi. Je pense que c'est plus vers la fin, peut-être, que c'est méta. Non, c'est tout. Tu écris le livre que tu es en train de lire, tu sais. Oui, mais je ne suis pas rendue là. Ça fait pour l'instant, puis en plus, c'est pas très long, hein. C'est comme 125 pages. Je suis rendue à la page 48. Alors, mais... Tu finis ça bientôt. Oui, je finis ça bientôt. Tu nous diras à la fin si ton appréciation reste positive. Puis j'avais noté aussi qu'il y avait une grande distance entre elle puis l'explication de son cancer, comme si elle voulait pas qu'on soit trop près ou qu'elle soit trop près de ça. J'avais vraiment l'impression qu'elle nous racontait ça de loin, genre, tu sais, voici ce que je vis. Puis, fait que, tu sais, moi, j'aime ça être comme investie puis avoir mal autant que la protagoniste. Puis si la protagoniste a pas mal, moi, j'ai pas mal. Mais je te dirais, je suis d'accord avec toi jusqu'à maintenant, c'est peut-être un moyen de protection de la part de la personne qui vient d'avoir le diagnostic. C'est comme ça que je l'interprète. Je peut-être pas raison, mais... Oui, ben j'y crois complètement. Fait que j'ai hâte d'avoir ton avis final sur ce livre. On a d'autres. Ben oui, c'est ça. On a d'autres personnes avec nous ce soir. Sonia, les pages du chêne sauvage. Il est vraiment dur à dire ton nom. Les pages du chêne sauvage. Tu sais, faudrait faire des exercices de diction là-dessus. Roberta, bonsoir. Puis, j'ai oublié de vous mentionner que tous les titres dont nous parlons seront notés en barre d'informations à la fin de l'épisode et que vous pouvez nous retrouver en vidéo, mais on est aussi sur audio, sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter vos balados. Alors, merci beaucoup pour ce beau partage de tes lectures. Dis-moi, Sylvain, qu'est-ce que tu lis? Ben là, je suis en train de regarder Étienne là, dans l'écran, puis je me dis, peut-être que j'en ai parlé la dernière fois, je me souviens pas. J'avais-tu parlé du tome 2 du livre des martyrs? Tu avais parlé du tome 1. J'avais parlé du tome 1, et là, je suis en train de lire le tome 2. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est pas le livre dont je vais parler, mais je veux quand même spécifier que je suis en train de lire ça, puis que j'ai beaucoup de plaisir. Et en fait, ça fait un peu... Ça fait un peu bizarre. C'est comme un massage shiatsu. Tu sais, c'est comme douloureux, mais c'est bon. Ça, c'est l'affaire, c'est que c'est de la fantasy, donc c'est un peu de l'évasion, c'est changer d'univers et tout ça. Sauf que, tu sais, tu parlais, Caroline,
un livre qui parle de cancer au moment où tu viens d'apprendre une nouvelle, c'est pas le moment parce que c'est trop dur. C'est ça. Mais là, lire de la fantasy, c'est comme pas le vrai monde, fait que ça se lit, c'est le fun. Mais la fantasy, c'est très politique. Puis dans le climat politique actuel, c'est comme je suis diverti, mais en même temps, je fais des liens que j'aime pas. Fait que c'est ça, c'est un peu. Mais c'est une très bonne lecture. Là. J'adore l'univers, j'adore la plume de l'auteur. Je persiste qui signe là-dessus. Mais le livre dont je voulais vous parler, c'est celui que je viens de terminer en fait. C'est un livre en anglais d'un autre Canadien qui s'appelle Tim McGregor et le titre du livre c'est Wasps in the Ice Cream. Donc, on pourrait traduire ça par des guêpes dans la crème glacée. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal le fun. Ça m'a fait un peu penser à les chairs de poule que je lisais quand j'étais jeune. Ça m'a fait un peu penser à Anna Caritas, pas Anna Karenine, Anna Caritas. Ça m'a fait un peu penser à ces choses-là. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi avec les chairs de poule, là, les Goosebumps. J'ai grandi avec ça, j'ai adoré ça. Puis, sauf que c'est dur de nourrir cette nostalgie-là parce que chaque fois que j'en trouve un, je me dis, ah, tiens, je pourrais en lire un, tu sais, ça serait divertissant. Mais chaque fois que j'en lis un, c'est tellement mal écrit, là. J'ai pas de plaisir. Là. C'est vraiment enfantin, tu sais. C'était le fun quand j'avais 8-9 ans, mais tu sais, en tant qu'adulte, lire ça, là, c'est pas vraiment plaisant. Mais Wasp in the Ice Cream, c'est ça qui est le fun. C'est que c'est un jeune dans un petit village, il y a une fille bizarre qui rencontre ici, il se lie d'amitié, il y a un groupe de garçons, tout ça. Puis il y a des choses un peu particulières dans la... En fait, cette fille-là est un peu particulière et il y a des rumeurs là, sur elle et sa famille qui sont des sorcières et tout ça, puis ils sont vraiment rejet du petit village, là, de toutes les personnes du village. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'atmosphère, des choses qui se passent, mais c'est vraiment écrit pour les adultes. C'est des jeunes, mais c'est vraiment écrit d'une plume qui est vraiment plaisante pour les adultes. Donc, ça nourrit ma nostalgie de chair de poule, mais ça me satisfait aussi comme lecteur adulte. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Puis, c'est ça. C'est vraiment rien de sérieux ou de dramatique. Mais ça fait du bien, c'est le fun, puis c'est ça. C'est le moment de l'année pour lire ce genre de livre-là, j'ai l'impression. Ça, c'est le livre qui a conclu ta période horreur, là? Tu avais besoin de te replonger dans l'horreur? Oui, ben j'ai fait comme une rage d'horreur. J'ai lu plusieurs livres d'horreur, puis c'est un des derniers, mais sinon, ben en fait, c'est que j'ai frappé un mur à un moment donné. J'ai dit, OK, là, je suis tanné. Je veux lire autre chose. C'était comme en plein milieu d'un autre. Fait que j'ai comme commencé un autre livre que j'ai DNF de façon temporaire. Là. J'ai retourné quand je vais avoir envie de lire de l'horreur, c'était très bon. Mais pour l'instant, il est sur la glace. OK. Ben, merci beaucoup pour cette recommandation. Est-ce que c'est un auteur que tu connaissais déjà, Tim McGraw, que tu as dit? Oui, Tim McGregor. En fait, non, je le connaissais pas. Puis, en fait, c'est vraiment un hasard. Je me retrouve, vous voyez, je suis pas dans mon décor habituel. Je suis à Toronto. Et c'était dans la petite librairie, parce qu'à Toronto, il y a une petite librairie indépendante qui est vraiment très cool. Une librairie d'horreur. Donc, ils sont vraiment spécialisés. Et c'est la personne qui était là la dernière fois que je suis venu, donc pas cette fois-ci, mais la dernière fois que je suis venu, c'était elle qui me l'avait recommandé. Ça sortait de nulle part, là. J'avais jamais entendu parler de cet auteur-là. Puis je pense, il faudrait vérifier, là, mais je pense que c'est publié de façon indépendante. Donc c'est ça, là. Moi, c'était vraiment passé sous mon radar. Puis c'est vraiment en jasant avec une spécialiste. Puis c'est ça la beauté du métier de libraire. Hein? C'est pour ça que c'est le fun d'avoir des libraires qui connaissent leur stock. Je dis ça comme ça. Là. Mais c'est ça. Bref, c'est bien. C'est une belle surprise. Puis c'est un peu un hasard que je me retrouve ici à parler de ce livre-là. Mais c'est ça. Synchronicité. Synchronicité. Mais merci beaucoup, Sylvain, pour ton partage.
Dis-moi, Étienne, qu'est-ce que tu lis? Ben moi, pour l'instant, je suis sur 2 lectures bien différentes. Il y a la première, c'est de la dark fantasy. C'est un intégral, c'est le premier intégral, il y en a 4. C'est la Compagnie Noire, les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Un pilier de la dark fantasy. Là. Donc, pour l'instant, j'ai conclu le 2e tome. On va commencer le 3e parce que c'est en lecture commune. Ça aide, hein, parce que c'est quand même un intégral de 1123 pages. Intégral, donc, mais c'est ça. Ça a été difficile le premier tome parce qu'en fait, on est sur une compagnie de mercenaires qui se vend à plusieurs francs. Il n'y a pas vraiment de manichéisme dans ce bouquin. Donc, mais ça a été dur, là, le premier tome. Le 2e, ça change. Et donc, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont dans la Compagnie Noire, qui sont quand même manichéens, quand même, qui sont plus vers le bien que vers le mal. C'est une question de bien et de mal, quoi. Donc, c'est quand même une saga qui fait, en anglais, ça fait 9 tomes, et en français, ça fait 10 tomes. Donc, c'est pas pour tout de suite la fin, quoi. Et le 2, là, je viens juste de le commencer, c'est Éveil. Oui. Éveil à Kitschike. Louis-Carl Picard-Sioui. C'est la première fois que je lis, mais je ne savais pas parce que je crois qu'il y en a 2 autres avant. Je ne sais pas si l'histoire se tient ou s'il faut vraiment lire le premier, le 2e, puis le 3e, je ne sais pas. Oui, tu as dit ça dans ta vidéo qu'il y en avait 2 autres. Moi, je sais qu'il y en avait un autre qui est Les Chroniques de Kitschike. Oui, parce que c'est marqué, je crois, dans le début. Là, Ou c'est peut-être 3 romans de l'auteur. Ben, le premier, c'est La Grande Débarque, qu'il a fait en 2017. Puis en 2022, c'est le grand vide cosmique, Podmosia. Ouais. Là, je suis vraiment qu'au début. J'ai lu, je viens de commencer aujourd'hui, j'ai lu 50 pages, donc je peux pas. Mais quelque part, c'est quand même, comme j'ai dit, Louis-Carl Picard-Sioui. J'ai regardé quand même sur Wikipédia. J'aime ce qu'il fait. Il est vraiment vraiment pluraliste dans ce qu'il fait là. Il fait du théâtre, il fait des poètes, des poèmes. Donc tout ça, c'est. Mais il a une belle plume déjà. J'aime bien. Oui, moi, lorsque je l'avais lu, ce que j'avais apprécié, c'est qu'au début là, de l'essor, je trouve, de la littérature autochtone, les gens écrivaient beaucoup sur leur réalité, puis sur leur rite et leurs coutumes et tout ça, mais lui, il écrit dans un contexte de peuple autochtone, mais il écrit de la fantasy, là, tu sais, c'est ça. Puis il écrit des histoires qui sont campées dans une réalité autochtone, mais qui sont pas sur la réalité autochtone. Fait que je trouvais qu'il y avait quand même une lunette différente, là, j'essaie de voir, mais j'avais beaucoup aimé, puis je trouve que, en tout cas, dans le premier, je pense que c'est le premier, La Grande Débarque, moi, c'est lui que j'ai lu, puis il y avait des liens entre ces personnages, puis c'est comme des petites nouvelles, mais moi, j'aime pas tant le format nouvelle, mais lorsque tu me ramènes des personnages, là, je trouve ça coquin, puis ça m'embarque beaucoup plus, fait que j'avais beaucoup aimé les petits rappels, puis j'avais trouvé ça poignant, puis très intéressant. Il y a beaucoup d'humour, hein, parce que oui, il y a je sais plus, il faut que je regarde là, attends, hein, comment il s'appelle encore le héros là? En fait, c'est juste des prénoms. Il a 5 prénoms. Oh là là, bon, là, il faut le retrouver. Tout le temps, lorsqu'on cherche, qu'on trouve pas. Hein? Il s'appelle Jean-Pierre-Paul Jean-Pierre, quelque chose comme ça, oui. Jean-Pierre-Paul Jean-Pierre. Oui, c'est vrai, il est très drôle. Ah, ben, j'ai hâte que tu nous en parles. Moi, j'avais l'impression que ça se lisait de manière individuelle, mais peut-être qu'il y a des liens, si tu les lis en ordre, peut-être que tu peux voir l'aspect méta. Mais très cool. Ça me rappelle que je dois mettre ça sur ma liste de choses à lire. Peut-être en juin, ça serait bon, ça, pour Gélie autochtone. Avec Piscine Napéeux, je l'ai ici. Je l'ai. Je suis prête. Là. Lorsqu'ils sont ici, ça veut dire qu'ils me parlent puis que ça me travaille, tu sais. J'ai plus d'excuses.
Merci beaucoup, Étienne, pour ton partage. Ah, puis je voulais te poser la question, quand même, Dark Fantasy, est-ce que tu es plus du genre à lire de la littérature de l'imaginaire ou tu lis vraiment de tout? Non, je lis de tout. Enfin, Ouais. il y a peut-être un genre que je ne suis pas vraiment à l'aise dedans, c'est la romantaisie. La romantaisie. Je ne suis pas vraiment à l'aise dedans. OK. Mais sinon, Ouais, c'est fantasy, science-fiction, contemporain. ouais. Mais au départ, j'étais plus historique. OK. Historique et puis, je veux dire, roman fantastique, fantasy, mais surtout historique. Ouais. OK. Wow. Ça, je te rejoins. La fantasy, moins, mais l'historique, plus. Ben, merci. Et José, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu lis? Moi aussi, je vais parler de 2 livres. En ce moment, je lis Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, de l'auteur qui s'appelle Romain Puertola. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est lui qui avait écrit le livre L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Puis moi, le titre, j'avais trouvé ça tellement absurde que ça m'avait donné envie de le lire. Puis ça fait bien longtemps que je l'ai lu, mais je garde un bon souvenir de ce livre-là. Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Xavier Dumont de Ligonnès. En fait, c'est un homme de Nantes qui avait une famille, puis il se sentait très oppressé par sa famille. Je vous fais ça court, il a décidé de les éliminer un après l'autre pour se sauver. Oui. Fait qu'il les a emmurés sous son balcon, puis il est parti. Puis je pense qu'ils ne l'ont jamais retrouvé. Puis l'auteur, Romain, est un ancien policier. Fait qu'il a comme écrit un livre, une espèce de bio-fictionnel avec un peu de polar là-dedans, où il a comme inventé un procès, il a comme inventé la vie de Xavier Dupont de Ligonnès dans une espèce de fuite. Fait que c'est un livre... c'est le fun à lire parce que c'est comme, vraiment, il y a une plume un peu, il est drôle, puis il passe de la réalité inventée avec une espèce de procès parce qu'il aurait tué le fameux Xavier, fait que lui-même est en cours. Fait que c'est vraiment comme des espèces de segments qui se rejoignent avec c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai. C'est une lecture légère, malgré que le thème soit éminemment épouvantable et surtout vrai. C'est quand même une lecture le fun. C'est épouvantable de dire une affaire de même, que c'est le fun dans un contexte de même. Ce qu'il en a fait, c'est bien. Puis lui, c'est un ancien policier. Fait qu'il amène, c'est un ancien, je pense qu'il était même assez haut gradé. Fait qu'il amène une espèce de vision un peu réelle, peut-être. Fait que c'est une lecture le fun à faire. Mm-hmm. Je pense que ça puisse paraître parce que ça part de quelque chose de super dur. Et je lis ça en ce moment, mais le livre que je voudrais vous parler, c'est un livre québécois. C'est Une porte silencieuse de Alexandra Boilard-Lefebvre aux éditions de La Peuplade. C'est drôle parce que tantôt, Caroline, quand tu parlais de l'histoire du féminisme, on est un peu là avec ce livre-là. En fait, c'est Alexandra qui veut retracer l'histoire de sa grand-mère qui est décédée à 27 ans. Puis la page couverture, là, je lis en numérique, je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, c'est une image de son mariage en noir et blanc. C'est un très étrange livre. Je l'ai coté sur le site du Gala québécois. Puis, j'ai une bonne note pour un livre, pour le prix de l'originalité, parce qu'on peut vraiment dire que ce livre-là est beaucoup plus original. Oui, c'est ça. Le livre est plus original dans son traitement que dans son histoire. OK. Parce que moi, j'en aurais pris vraiment plus. C'est comme elle veut vraiment retrouver ce qui s'est passé avec sa grand-mère, mais on s'entend-tu qu'une mort comme celle qu'elle avait, il n'y en a pas il n'y a pas d'archives, là. Il n'y avait rien qui était consigné. Fait que finalement, de ce côté-là, légal, c'est tout reblotte, il n'y a rien qui se passe. Puis le livre est drôlement découpé, c'est qu'il y a comme une partie d'elle où on voit son enquête, si on veut. C'est des très, très, très courts chapitres, là. Mais quand je te dis court chapitre, là, c'est un paragraphe. Puis ensuite, on fait une espèce entre des espèces de dialogue ou d'entrevue, on a des explications de photos qu'on ne voit jamais. Fait que c'est comme ça nous décrit de façon extrêmement précise sur cette photo. On voit cette personne qui fait ça, elle a ce regard-là. C'est très étrange parce que les photos, jamais on les voit. Fait qu'elle l'écrit suffisamment bien pour qu'on les ait en tête, là. Tu sais, au bout de la, je sais pas moi, 12e photo, j'étais un peu moins intéressée à savoir ce qu'il y avait sur une photo que je verrais jamais. Ouais. Puis, à travers tout ça, elle a interrogé des gens de sa famille, puis il y a beaucoup de personnages qu'elle interviewe, puis des fois, j'avais de la misère à m'y retrouver, elle parle à qui. Puis j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait de traitement pantoute dans ça. Puis je vais vous lire un petit passage, OK? Ça, c'est la grand-mère qui s'appelle Thérèse qui va pour un emploi. Bonjour, mademoiselle, a dit. Bonjour, je viens vous donner mon nom comme secrétaire. Une belle petite fille, puis moi, dans ce temps-là, je suis seule à la maison. Elle arrive. Belle petite fille, elle arrive à la maison, pas à la maison, au bureau. OK.
Puis ça, là, ce que je viens de vous lire, là, j'ai pas pris le segment le plus étonnant, mais j'ai pris un segment parmi tant d'autres. Puis souvent, c'est « il recommence », mais « il recommence ». Fait que c'est difficile à lire. Il faut vraiment l'avoir à haute voix. J'ai fait des captures d'écran, puis j'ai envoyé ça à Lydie en France pour lui dire « je pense que ce livre n'est pas pour toi ». Puis quand elle l'a lu, elle dit « je ne sais pas dans quelle langue ils parlent, ces gens-là ». Fait que il n'y a vraiment aucun... C'est sympathique parce qu'on sent vraiment... Là, moi, j'imaginais son grand-père, ses vieilles tantes et ses vieux oncles, puis ces vieilles personnes-là qui ont connu Thérèse dans leur cuisine avec du formica, puis je les voyais. Mais encore une fois, le traitement est tellement particulier, puis ça me fait progresser dans la vie de Thérèse, mais à quelque part, pas tant. Puis à un moment donné, elle parle d'une recherche, je pense que c'est un chercheur américain qui parle de cette période-là chez les femmes. En fait, Thérèse, c'était juste une femme qui n'était pas de son temps. Elle était prise dans un carcan où elle n'avait pas d'autre option, puis elle était extrêmement malheureuse. Fait que c'est un peu ça. Puis il y a un moment où il y a un chercheur qui parle de ce moment-là dans la vie des femmes où c'était, franchement, ils prenaient des antidépresseurs à tout casser. Puis c'était vraiment une période très particulière. Puis moi, j'aurais pris davantage de cette information-là. Ça m'intéressait davantage que ces espèces d'entrevues un peu étranges, ces descriptions de photos un peu étranges aussi. Puis la fin, bien, comme je me doutais bien, je ne sais pas grand-chose. Je peux bien des photos. Est-ce que j'ai aimé la lecture? J'étais contente de l'avoir lu. Je trouve que l'exercice de style est intéressant parce que c'est vraiment un exercice de style. Mais pour dire que c'est un livre qui m'a captivée, puis surtout que cette histoire-là, pour moi, je la trouve connue. Une femme qui trouve que sa vie n'a pas d'allure, puis elle finit par dire « j'ai tiré à la switch ». Pour moi, malheureusement, j'ai pas vraiment été estomaquée, j'ai pas tombé en bas de ma chaise, mais le traitement il est absolument particulier. Là. Si vous lisez ce livre-là, c'est drôle parce que c'est un livre court. Il y a 256 pages, mais les pages sont tellement peu fournies que ça devrait aller vite, mais le type d'écriture est tellement particulier que moi, les entrevues me prenaient beaucoup plus de temps parce que je devais pratiquement pas à haute voix, mais vraiment, c'était pas fluide, là, pas du tout. Est-ce que le traitement est original, mais est-ce qu'il est réussi, tu sais? Ben, moi, je trouve que non, pour le type de lectrice que moi je suis. Quand j'ai fini ce livre-là, tu sais, j'ai fait un avis qui va paraître demain, puis je dis, oui, c'est original, mais est-ce que ça lui sert vraiment? Je pense pas. Oui, c'est ça. Être original pour être original, parfois, c'est pas au service de l'histoire. Tu sais, je me trouve vraiment sévère dans ma critique mais c'est vraiment un livre très déroutant. C'est très déroutant. Puis c'est comme je vous dis, à un moment donné, je ne sais pas du tout qui me parle. Pour moi, c'était flou. Là. Si vous le lisez puis c'était clair dans votre tête, là, éclairez-moi, là, moi, c'était pas si clair. Puis à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte qu'elle décrivait des photos. Je me demande, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, d'écrire des photos? Puis en plus, elle dit que ces photos-là n'existent pas. En fait, ils n'existent plus parce qu'elles ont brûlé. Fait que je me dis, mon Dieu, est-ce qu'elle les a vraiment vues, ces photos-là? Parce qu'elle a vraiment une quête pour trouver l'histoire de Thérèse. Mais tout a brûlé. C'est un homme taiseux d'un autre temps. Fait que, tu sais, vous comprenez que ça ne foisonne pas, là, les informations sur Thérèse. Fait que quand elle commence à nommer ces photos-là, moi, je me dis, j'ai hâte de les voir, tu sais, de confronter ce que je lis avec l'image en réalité. Et j'apprends un peu plus tard que ces photos-là ont toutes brûlé. Je mettais même en doute, est-ce qu'elle a extrapolé des photos de Thérèse? Parce que, vu ces photos-là, moi, j'ai du mal à imaginer son père et son grand-père qui lui racontent ces photos-là avec autant de détails. Puis, est-ce que ça me sert en tant que lectrice? Tu sais, une ou deux photos peut-être. Mais puis même, on met beaucoup d'importance sur la page couverture, la photo. Ben, imaginez ça dans le livre qui revient. Entrecoupé d'entrevues à partie, il continue, genre. Ouf! À un moment donné, c'est assez particulier. Je vais vous dire une phrase encore qui va résumer. Ça, c'est encore dans la série d'entrevues. J'en ai jamais parlé aux enfants, mais tu veux me parler, puis tu veux savoir l'histoire. Veux-tu que je te la dise, la vérité? Elle s'est suicidée. Tu veux savoir l'histoire, c'est ça. Oh, OK. C'est succinct. Il n'y a pas de point là-dedans, il n'y a pas de virgule, il y a des mots qui se répètent. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'elle a pris le verbatim de ses entrevues, puis c'est devenu des chapitres. Mais c'est ça. Fait que, est-ce que je suis contente de l'avoir lu? Je me répète, mais oui, parce que c'est un exercice de style.
est-ce que c'est une lecture le fun que je mettrais dans ma liste de deuxième, je vais le lire 2 fois? Est-ce que je lirai un autre livre de cette autrice-là? Par contre, oui, parce qu'elle a vraiment fait un exercice qui est quand même louable. Elle a quand même voulu sortir du cadre, là, parce qu'elle aurait pu pas du tout aller dans cette voie-là. Fait que je suis curieuse de savoir, ça se fait être quoi son prochain livre? Est-ce qu'elle va respecter une structure plus normale ou plus régulière? Ou elle va encore être vraiment dans l'originalité? Fait que ça me tente, de la suivre. Oui, je comprends. Curiosité du parcours de l'autrice. Tu sais, parfois, il y a des auteuristes qui essayent quelque chose. En premier, je discutais, petit aparté, là, Marie-Pierre Favreau-Chalifour, c'est une autrice qui a publié son 2e roman ou qui est publié là, genre Les ombres d'où, je pense que ça s'appelle. Je l'avais lu dans son premier roman, Chère piscine. Tu sais, c'est un genre de roman que je voyais le potentiel, que je voyais l'originalité, il y avait des angles intéressants, mais je trouvais juste que c'était comme... ça goûtait comme un premier roman, tu sais, c'était comme pas tout à fait abouti, mais j'étais comme, lorsqu'il va y avoir un 2e, lorsqu'il va y avoir un 3e, j'ai vraiment espoir que ça soit plus clair, que ça soit plus direct. Fait que, tu sais, là, je voyais les gens lire ça, puis j'étais comme, tu sais, t'as-tu lu son premier? Puis là, comme j'ai hâte de voir, je suis curieuse aussi, il y a comme une promesse d'écriture de certains auteurs, mais... Cette année, c'est le roman d'Isoline qui a gagné le prix d'originalité. J'étais vraiment d'accord tant avec le style qui était original puis avec l'histoire. Tandis que ce livre-là, je l'ai bien coté pour ce prix-là, mais à mon avis, c'est plus une figure de style que l'histoire qui est intéressante. Alors que David Turgeon, vraiment, à mon avis, réussissait à fusionner ces 2 affaires-là. Un livre avec un style original puis une histoire captivante. Tandis que le livre d'Alexandra, pour moi, me laisse vraiment sur ma faim. Puis vraiment, moi, je suis comme toi, Caroline, je suis très sensible au féminisme, je suis très sensible à ces histoires-là de femmes. Puis moi, c'est des femmes qui sont très près de moi. Moi, c'est ma mère, Thérèse, c'est ma mère, tu sais. Fait que j'étais comme heureuse de pouvoir voir un peu le parcours de Rita, ma mère, à travers le parcours de Thérèse. Évidemment, ils n'ont pas eu le même chemin, ils n'ont pas eu la même fin. Mais tu sais, j'étais contente de voir ça, puis... Ce fut une déception. Bon, ben j'espère que ta prochaine lecture... en fait, ton Xavier, tu l'as commencé, mais tu l'as pas fini? Non, je le savoure. Puis juste avant ça, j'avais lu Les Indignes, quand même. J'en parlerai pas parce que je ne vais pas pleurer, mais non, je ne pensais pas que c'était triste, c'était tellement décourageant comme livre, my God. On n'est pas dans des sujets légers, d'ailleurs. Non! Je ne vais pas vous parler de trucs joyeux, les amis, je m'excuse. Je vais courir 3 secondes, ne bougez pas. Ramasser mon livre. OK, j'en avais 2. En fait, c'est parce qu'au début, je ne voulais pas vous en parler, mais je ne peux pas vous parler de ma lecture en cours sans vous parler de la lecture qui est venue avant. OK? Puis moi, j'ai commencé mon mois de mars. Je me suis dit, semaine de mars, je lis des auteuristes que j'ai déjà lus, je lis des trucs que je suis certaine que je vais avoir des coups de cœur. Puis ça a fait un peu pouette toute la semaine, OK? Puis j'étais vraiment déçue. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'aime plus rien. Puis là, il y a un livre qui est revenu dans ma tête, qui était là, qui m'attendait, qui me regardait, qui a été une sortie de 2024, Le Roi Soleil, Marie-Ève Breton. Puis lorsque j'avais lu, on en a parlé pour le Gala du roman québécois, puis lorsque j'avais lu le résumé, j'étais comme, Caroline, ça a l'air difficile, tu sais. Fait que lorsque moi, je suis en panne de lecture, j'ai besoin de lire quelque chose qui me ramasse. Habituellement, ça fonctionne bien. Puis Sab et les livres l'avaient lu, puis c'était un de ses coups de cœur de 2024, fait que ça me donnait encore plus envie de le lire. C'est pas un sujet joyeux, puis là, moi, je savais pas exactement de quoi il était question dans le livre, puis j'ai pas envie de vous le divulgacher, mais sachez que si vous avez quelconque trauma, et je fais un gros trigger warning parce que c'est violent, là, c'est pas génial. Puis il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enjeux très difficiles à l'intérieur de ce livre-là. Mais il y a, disons, simplifié, il y a une femme qui a commis quelque chose vraiment d'horrible. Puis on va assister à son procès. Puis on va aussi analyser, tu sais, elle va parler avec un psychologue, puis il va essayer de déterminer est-ce qu'elle est criminellement responsable ou non, tu sais, dans quel état mental elle était. Puis elle est très lucide parce que c'est pas une femme là qui était en difficulté et tout ça. C'était une femme médecin elle-même, avec des bons moyens, avec une bonne santé mentale, semblerait, avec des amis, un bon cercle et tout. Fait que, tu sais, c'est comme ça cadre pas avec le geste qui a été commis. C'est
particulier. C'est pas à ça qu'on s'attend. Habituellement, c'est surtout les hommes aussi, desquels on parle de crimes, des crimes violents, c'est souvent les hommes qui sont associés à ça. Mais là, c'est une femme très éduquée, une femme dans un beau quartier, puis tout ça. Fait que, ça clash. Mais au-delà de son histoire à elle, il y a l'histoire de sa sœur aussi, Anouk. Puis ce livre-là, c'est un livre qui parle des femmes. Des femmes qu'on traite de folles parce qu'ils sont en colère, des femmes qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi elles sont en colère. Tu sais, la sœur à Maud, c'est une femme qui va être beaucoup dans la drogue, qui va être beaucoup dans la prostitution. Puis tu sais, souvent, ces comportements-là cachent quelque chose. Puis ce roman-là parle de tout ça, parle de la relation homme-femme, de la relation de pouvoir entre un homme et une femme. Son mari, là, à Maud, ça va être un médecin plus haut gradé qu'elle. Fait que, tu sais, commencer une liaison avec quelqu'un qui est plus haut gradé que toi, il y a une relation de pouvoir. Donc, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Il y a aussi par rapport à la popularité, les hommes qui sont célèbres, qui sont adulés, s'ils ont des comportements déviants, on les accepte parce qu'on veut vraiment pas avoir atteinte à leur réputation parce que, on fait comme si on l'a pas vu. Fait que, il y a une histoire d'époque aussi, mais ça touche vraiment beaucoup de choses. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, mais le sujet principal, ça fait mal en chien. Ça fait mal en chien, puis ça a l'air que ça faisait pas assez mal, parce qu'après ça, j'ai commencé C.J. Margot. Puis C.J. Margot, je savais de quoi ça allait parler, mais c'est un peu comme Sylvain, c'est comme je me fais vraiment mal avec ce livre-là, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut que je le lise. C.J. Margot, c'est l'histoire d'une femme que son corps a donné la mort par 2 fois. Habituellement, on donne la vie, et il y a des situations parfois que l'enfant en nous arrête de vivre. Mais la première fois, c'était un pur accident médical. Puis le premier chapitre, c'est ce qu'elle raconte. Puis je sais pas, ça aussi, c'est lourd, là, les amis. Là. Le premier chapitre, c'est ça qu'elle raconte aussi. Puis celle qui devait faire son amyosynthèse était bien comme disparate cette journée-là, puis tout le monde avait la broche à foin, puis lorsqu'ils ont fait la myosynthèse, ils sont allés trop creux, puis ils ont tué son bébé directement à elle. Puis c'est une histoire vraie. Tu sais, puis je sais pas comment ça résonne dans la tête d'un homme, mais moi, pour avoir eu un enfant, je pense qu'il n'y a pas plus grand drame, il n'y a pas plus, tu sais, comme qu'un enfant sain qui est tué par erreur médicale, tu sais. Puis toute la colère qu'elle a envers cette femme-là, tu sais, qui a causé la mort de son bébé, comme c'est bouleversant, ça fait vraiment mal. Puis après ça, elle a essayé d'avoir un autre enfant, puis elle a fait une fausse couche, genre à quand même 12 semaines, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, c'est comme mon corps qui a donné la vie est capable de donner la mort. Le rapport au corps, lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on a des enfants, c'est plein de traumas, même si c'est beau, tu sais. C'est notre corps qui change, c'est nos hormones, Puis là, en plus que ça donne la mort, c'est pas la meilleure écriture que j'ai lue de ma vie, mais le sujet, tu peux pas rester insensible à ça. Fait que je suis vraiment dans les lectures légères, moi, ces derniers temps. J'ai presque fini. Je trouve que ça s'étire un peu en longueur, dans le sens que, tu sais, une fois qu'on l'a lu puis qu'on a vécu la colère avec elle, tu sais, le deuil passe peut-être jamais. Là. Un deuil comme ça, je pense que ça doit être le pire. Là, lorsque tu sais que c'est la faute à quelqu'un d'autre que ton bébé est mort. Mais elle parlait, puis on parlait des femmes tantôt, elle parle de l'historique, tu sais, de sa mère, comment elle accouchait dans le temps, puis de sa grand-mère, puis comment ça a changé aussi au travers des époques, lorsque ça a commencé à être médicalisé, puis elle a eu la chance d'avoir des accouchements qui étaient plus comme en maison de naissance, puis qu'on écoutait plus le corps. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a beaucoup changé dans les dernières années, ça a beaucoup évolué, puis ça, ben, c'est intéressant de voir d'où est-ce que c'est parti, puis où est-ce que ça s'en va maintenant. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est plus lumineux. Ouais. Mais bon, oui, c'est ça. Ève a écrit « Je suis toujours en train de lire des petits livres joyeux. » Toujours une petite romance sur le côté. Mais celui que tu as présenté tantôt, Le Roi Soleil, il me tente vraiment, surtout que Marie-Ève Coton, on la voit parfois dans certaines émissions. Là. C'est une psychiatre, elle, puis elle passe parfois l'émission de Sébastien Diaz. Je la trouve vraiment super intéressante. Fait que son livre, moi... Oui.
je sais que c'est un sujet épouvantable, mais moi, je suis assez bâtie pour les histoires épouvantables. Fait que ça devrait être. Tu devrais être bonne. Puis c'est En ça fait, qui est intéressant. Tu l'as bien vendu. Le fait qu'elle est psychiatre, tu sais, il y a tout ce volet-là psychologique aussi qui est bien expliqué, puis on y croit, puis c'est intelligent, il y a des réflexions, tu sais, il y a des réflexions autour de ça, fait que tu sais, c'est comme un tout. Je trouve que c'est ça. C'est vraiment très bien. Fait que, on continue dans les petits sujets légers, les amis. Mais ça se veut léger. Ce sujet-là, je voulais le faire depuis très longtemps. Mais j'avais vraiment envie que ça soit pas un débat parce que, tu sais, on est comme à l'ère des débats, puis de qui dit bon, qui dit vrai, puis j'avais pas envie que ça soit ça. Mais c'est un sujet qui est quand même très d'actualité, puis un sujet parfois qui peut déranger, qui demande réflexion, je crois, de notre part, puis qui demande de nous statuer. Mais je pense que pourquoi ce sujet-là aujourd'hui, c'est que je pense que la réflexion est nécessaire et qu'on peut peut-être faire un petit pas tout le monde ensemble par rapport à ça. Fait que je sais pas c'est quoi les avis de vous tous. Il y a des personnes que j'ai des doutes. Il y en a d'autres que je ne sais pas. Donc, on va y aller. Je vais le parler. Le sujet aujourd'hui, c'est séparer l'œuvre de l'artiste. Puis, je vais y aller en premier au lieu de vous pitcher en bas du boss. D'où est-ce qu'est parti mon désir de parler de ce sujet-là? Dans les dernières années, avec les réseaux sociaux, la vie des artistes nous est connu. Avant, on savait pas, hein? Il n'y avait pas de publicité nécessairement, à part les grandes stars d'Hollywood. Mais sinon, comme c'était caché, la vie personnelle des gens, la vie privée versus la vie publique, c'était vraiment deux choses. Sauf que là, dans les dernières années, on s'est rendu compte que, il y a des gens qui ont fait des trucs vraiment pas cool. Puis c'est des gens qui ont créé de la belle musique, des gens qui ont écrit des beaux livres, des gens qui ont fait de l'art. Puis là, parfois, ça peut nous choquer. Moi, je vais vous partir d'un exemple, un des exemples de ma vie, c'est Hedley, un groupe de musique qui chantait des chansons lorsque j'étais comme en période de jeune adolescente. Donc, il y a beaucoup de ces chansons-là qui ont été très importantes pour moi, que j'ai beaucoup écouté. Puis, le chanteur principal de Hedley, c'est un gars qui a été condamné pour avoir violé beaucoup de filles, avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes mineurs dans le cadre qu'il était vraiment populaire. Fait que, il y avait une relation de pouvoir, puis de toute façon, même s'il n'y avait pas de relation de pouvoir, genre, tu fais pas ça. Fait que, lorsque j'ai su cette information-là, ça a vraiment alterné ma perception de la musique. Puis au début, je me demandais est-ce que je suis capable d'écouter les chansons de Hedley. Puis je disais, cette chanson-là, elle me rappelle vraiment mon primaire. Mais je me rendais compte que je pensais tout le temps à ça. J'écoutais la chanson, puis je pouvais pas écouter la chanson en me disant c'est pas un violeur qui chante ça. Ça vient de facto ensemble. Puis un autre exemple qui est l'exemple le plus faramineux, puis là, j'y vais avec douceur, mais J.K. Rowling, qui est très actuelle. On parle pas de viol, mais c'est quelqu'un qui a une portée médiatique très grande. Harry Potter, c'est l'histoire d'une génération qui est la mienne. Puis ses propos ont de l'incidence sur les gens. Elle a des propos racistes, elle a des propos homophobes, elle a des propos transphobes. Puis, c'est pas nécessairement par rapport à son œuvre. On pourrait probablement faire des tours dans son œuvre, mais juste ces mots à elle, le fait que c'est elle qui a écrit Harry Potter, mais lorsqu'on encourage Harry Potter, on encourage elle. Elle est encore vivante, Fait qu'il y a ça qui, moi, je me dis, si je veux écouter un film d'Harry Potter, je peux le faire dans ma maison tranquille, mais est-ce que je suis à l'aise d'en parler en public? Je me dis de moins en moins, je suis comme, en fait, non, pas de moins en moins, je le suis pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça a touché leur jeunesse, puis je vois qu'il y a des gens qui le sont, il y a des gens peut-être qui sont pas au courant, il y a des gens peut-être qui sont capables de séparer l'œuvre de l'artiste, chose que moi, dans plusieurs situations, je ne le suis pas. Fait que j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, ça fait une différence? Est-ce que, si la personne est morte, si la personne est vivante, ça aussi, là, des personnes qui sont mortes depuis genre 100 ans, ils ont peut-être fait des choses, mais aujourd'hui, l'argent n'ira pas de toute façon à eux. Est-ce qu'il y a aussi une gradation aussi dans l'échelle de choses que quelqu'un peut faire, dire des choses méchantes, c'est pas la même chose que violer ou tuer quelqu'un, Fait que j'aimerais ça voir, vous,
est-ce que vous êtes capable de séparer l'œuvre de l'auteur? Est-ce qu'il y a des bémols, des zones de gris? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre réflexion par rapport à ça? Moi, je réfléchis beaucoup à ça. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très moral. Hein? Puis la moralité, ben, c'est très différent d'une personne à l'autre. Ce qui est très fâchant pour toi peut être plutôt léger pour moi. C'est vrai. Je pense qu'on ne peut pas se positionner de façon très ferme en disant ça doit être de même, point, c'est tout. Moi, je suis plutôt en accord avec toi. Moi, toi, c'était Henley. Moi, j'étais une fan finie de Woody Allen, là, mais je n'avais pas idée à quel point j'aimais cet homme. Oui, je le sais, c'est jusqu'à plus. Puis ça a été le dernier que j'ai déboulonné. J'arrêtais pas d'y trouver des excuses. Puis mes enfants me disaient, maman, sois conséquente, sois conséquente. Puis j'ai fini par être conséquente avec moi-même, puis j'ai déboulonné. Mais je suis très consciente que j'ai plein de paradoxes, puis plein de contradictions qu'on a tous. Tu sais, quand Michael Jackson passe à je sais pas si vous vous souvenez, mais Michael Jackson a été comme cancellé pendant presque 1 an à la radio commerciale. Quand il a recommencé à jouer, la première fois que je l'ai entendu, j'étais comme genre choquée. C'est comme, oh mon Dieu, cette musique-là arrive. Mais Tom Henley, c'est mon Michael Jackson, moi. C'est mon adolescence, tu sais. Mais je considère quand même que malgré tout, ben, il y en a d'autres bons chanteurs, il y en a d'autres bonnes musiques qui m'ont fait vibrer. Pourquoi j'irais encourager l'œuvre parce que dans mes valeurs à moi, puis dans ma moralité à moi, ça ne fonctionne pas? Pourquoi je continuerais à l'écouter, à consommer sa musique alors qu'il y en a tant d'autres qui sont plus corrects pour moi? Là, je parle vraiment que pour moi. Si mon mécanicien était un pédophile, est-ce que je continuerais à faire réparer ma voiture là en me disant qu'il n'y a personne d'autre qui connaît mieux mon char? Puis que ses doigts de fée font en sorte que tout est parfait. Je trouve que les artistes ont un statut très particulier parce qu'ils font quelque chose, un produit, on doit automatiquement les séparer de leur œuvre. Puis tu parlais pour les gens du passé, tu sais, je pense à Picasso, à Gauguin. Ben moi, je pense qu'on devrait peut-être les contextualiser. Quand ces personnes-là sont en exposition dans des musées, devrait avoir une espèce de mise en garde ou de contexte. J'ai beaucoup lu dernièrement parce qu'on parlait de ce sujet-là ce soir, puis moi, ça m'interpellait, puis je voulais me faire une bonne tête. Puis Gauguin, quand il a décidé de sacrer sa famille-là avec ses 5 enfants pour aller à Tahiti, qui était à ce moment-là colonisé par la France, ben il a pris des petites filles de 13 ans, il les a dénudées complètement, puis c'est devenu les muses sur ses toiles, dont la plus populaire, ou celle qu'on voit plus souvent, qui était vraiment un enfant de 13 ans, qui a fait un enfant, qui a refait la syphilis, en tout cas, bref, une histoire d'horreur. Puis, elle se retrouve sur presque tous les tableaux. Ça serait le fun si, quand les musées racontent son histoire, en fait, plutôt que de parler de ce peintre-là qui est extraordinaire, peut-être de parler de toutes les personnes, toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui ont abusé, puis que ces jeunes filles-là ont fait en sorte que lui est devenu Gauguin. Il est devenu seul. Tu sais, Picasso, c'était un homme atroce, misogyne, violent, manipulateur, atroce. Il s'entourait de femmes artistes, puis il les abusait complètement, puis les femmes étaient terrorisées parce qu'elles savaient très bien que si elles se mettaient en opposition, elles perdaient leur carrière. Il l'aurait détruit. Puis, la femme qui pleure de Picasso, il y a une femme qui a vraiment pleuré. Ça serait le fun de faire cet exercice-là, de se dire, au-delà de ces monstres sacrés, c'est surtout des femmes, on s'entend. C'est le mouvement MeToo, mais c'est ça qui est parti le bal, si on veut. Pour moi, c'est un bal positif. Là. Puis je pense si on faisait ça, cette œuvre-là, de contextualiser, de dire ce qui s'est passé, de dire qui sont, pas les victimes, mais les survivantes, pour moi, j'aurais moins de malaise à consommer ce genre de grands artistes-là. Comme on voit pour La Petite Vie. La Petite Vie, avant que ça commence, il y a un avertissement. Puis moi, je trouve ça tout à fait correct. Oui, on comprend que ça a été fait avant, que les jokes racistes et tout ça, à ce moment-là, on les trouvait peut-être comiques, mais on sait qu'aujourd'hui, ça se fait plus, mais on vous le présente quand même à titre d'histoire. Pour moi, c'est un compromis qui me plaît bien. Oui, de mettre en lumière les survivantes de ça. Puis, je trouve que c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a aussi tout ça. Moi-même, je suis vraiment pas quelqu'un qui m'informe. Les nouvelles, je les écoute pas, je les entends parce que forcément dans la vie, là, on reçoit des échos. Mais souvent aussi, il y a l'aspect qu'on ne sait pas, tu sais. Puis une fois qu'on sait des choses sur quelqu'un, là, ça change notre vision. Tu sais, moi, la première fois que j'ai lu Orson Scott Card, je ne savais pas, tu sais, qu'il y avait des propos vraiment problématiques. Lorsqu'on a lu Bret Easton Ellis, moi, je ne savais pas, tu sais. Là, après ça, tu sais, c'est là que ça joue. Mais c'est sûr que tout l'aspect d'informer, je pense que c'est vraiment très important pour faire un choix éclairé.
Exactement. Puis après ça, moi, je considère que peu importe qu'on trouve que l'œuvre, c'est l'homme ou c'est séparé, pour moi, au moins, ton choix, il est conscient, puis moi, je respecte le choix que tu vas faire. Puis juste une petite parenthèse, on pourrait faire un parallèle avec tout le livre Ouris de l'auteur algérien. Ben, moi, du moment où j'ai su l'histoire, moi, j'étais pas capable de lire le livre. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre serait capable de le faire. Moi, je trouve que ce contexte-là est extrêmement important parce qu'à partir de ce moment-là, on est capable, comme tu disais, d'avoir un choix éclairé. Puis moi, dès que moi, là, mes valeurs me portent souvent, là, je suis une victime de mes propres valeurs. Mais moi, une fois que je sais, je sais. Oui, c'est ça. Puis j'ai bien de la misère quand je sais de faire j'étais lente sur la gâchette au Woody Allen, mais pas pour d'autres. Je comprends. Ben, je suis un peu comme vous deux. Moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés à dissocier. Puis, bon, Maps t'a donné l'exemple de J.K. Rowling. Moi, j'étais pas de la génération Harry Potter. J'avais 27 ans quand le premier livre est sorti en anglais. Mais j'ai quand même adoré la série. Dans un de mes voyages à Londres, je suis allée visiter les studios de Warner Brothers. J'ai des chandails de la collection Harry Potter. Là, c'est comme... Je suis déphasée là, par rapport aux générations. Puis, à partir du moment où j'ai su dans les dernières années les propos que J.K. Rowling tenait, bon, ça va arriver chez moi que je mette mes cotons ouettés parce que je mets mon linge dans ma maison, là. Mais mettons que je me promènerais moins sur la rue avec... Alors qu'avant, j'étais bien fière d'avoir mon beau cardigan acheté à Londres avec Gryffindor gravé dessus. Puis, tu sais, je suis plus là. Pour les choses du passé, je suis plus nuancée, je dirais. Bon, l'exemple de Gauguin, OK, c'est un exemple clair. Je suis en train de lire la série Anne la maison au pignon vert. Je pense que je suis rendue au 4e. Puis là aussi, il y a une note de l'éditeur au début qui dit les propos tenus reflètent l'époque, c'est pas nécessairement la pensée de l'éditeur. Je me souviens pas dans les 3 premiers livres qu'il y a eu tant de choses à faire sourciller. Sinon, peut-être à un moment donné, des commentaires. Bon, Anne vient de l'île du Prince-Édouard, elle va étudier en Nouvelle-Écosse, puis des commentaires, des jugements entre les habitants de l'île par rapport aux habitants de la Nouvelle-Écosse. Moi, quand j'étais enfant, là, les blagues niaiseuses, là, ben, c'était des jokes de Newfie. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on pense que les Terre-Neuviens sont imbéciles? C'était les jokes de mon enfance. Alors, cet élément-là de Lucy Maud Montgomery, est-ce qu'elle pensait que les gens de la Nouvelle-Écosse étaient niaiseux ou c'était juste un propos de l'époque? Je ne le sais pas, je ne peux pas dire. Alors, dans des cas comme ça, je pense qu'il faut savoir nuancer. J'apprécie que l'éditeur le mentionne. Puis d'autres, ben, comme tu disais, ils n'étaient pas sur les médias sociaux, ces gens-là, donc on ne sait pas toujours leur vie. Quand j'ai... Ben, pas juste quand j'ai pas l'information, parce que parfois l'information n'est pas accessible. Quand on n'a pas accès à l'information, je laisse quand même un peu le bénéfice du doute parce que je me dis, il ne faut pas juger le passé à l'aune d'aujourd'hui. Il y a des affaires qui ont toujours été inacceptables. Je veux dire, le viol, le vol, l'esclavage, bon, peu importe l'époque, c'est inacceptable. Mais des commentaires sur certains individus, c'était peut-être monnaie courante, ça avait peut-être pas tant de poids à l'époque. Alors, ça, je nuance un peu. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient plus acceptables déjà il y a 20 ans. Là. Sylvain, on dirait que j'ai un blanc. On a parlé de... C'est-tu la petite fille aux allumettes? Ou... Non, c'est lui d'avant. C'est pas moi, je le jure. Puis il y avait vraiment des propos par rapport au peuple autochtone, là, mais dans le livre, c'est comme Indien. Puis tu sais, là, on essaie de se souvenir, puis tu sais, j'étais comme, ben, ça a été publié en 1998. Mon initiation de cégep, c'était d'être déguisée en Indien avec gros guillemets, puis c'était acceptable. Fait que tu sais, je suis comme pas mal sûre qu'en 98, on n'avait pas une réflexion sur le fait que comme... Ceci dit, c'était quand même 8 ans après la crise d'Oka.
Ouais. Tout à fait. Mais ça a pris beaucoup de temps. Hein? Fait que, c'est ça. C'est comme contextualiser le fait que c'est pas acceptable, mais dans les têtes d'avant, ça l'était. En fait, il faut voir aussi, est-ce que ça représentait vraiment la pensée de l'auteur ou de l'artiste ou c'était juste une représentation de son quotidien? Ouais. C'est quand même complexe parce que si tu as toute une société qui pensait comme ça à ce moment-là, est-ce que l'artiste est le seul fautif, tu sais? Non, absolument. Absolument, mais je pense que on peut quand même donner l'avis pareil. Oui. Juste pour avoir cette sensibilité-là. Mais tu sais, il y a une grande différence entre un avis qui est juste dire, écoutez, on se rend compte qu'on a fait du chemin depuis ce temps-là, mais on vous la présente quand même telle quelle parce que, bon, c'est comme ça. C'est bien différent qu'un auteur qu'on sait pertinemment qui a abusé de personnes. Puis qu'il a fait aussi, tu sais, que je pense à Gabriel Masneff qui a vraiment été un pédophile qui ne se gênait pas de le dire à qui voulait l'entendre, puis que sa littérature était aussi ça. Tu sais, tandis que je reviens encore sur Woody Allen. Woody Allen était ce qu'il était, mais ses films, puis toute son œuvre n'est pas ça. Ouais. C'est un gars névrosé, c'est pas un gars qui abuse. Là, tandis que ça, dans le cadre de Gabriel Masneff, c'est tout à fait le contraire. Et son œuvre, c'était son journal intime. Oui, c'est ça. Ça pervestit ça. Fait que ça, c'est vraiment pas. Il ne présente pas un fait, il en fait la promotion. Là, à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de question d'avis, il y a un bannissement pour moi. Puis quelqu'un me dirait le contraire, puis je respecterais tout à fait son point de vue. Mais pour moi, ça serait un bannissement total. Oui, mais parce qu'il n'a pas fait un Lolita non plus, tu sais. Il écrivait sur quelque chose qu'il trouvait vraiment acceptable, la pédophilie, alors que c'est pas une figure de style, c'est pas... Non. Séparer l'œuvre de l'auteur alors que l'auteur faisait ce qui était dans son œuvre. Ben, c'est un dépliant promotionnel pour la possession juvénile, c'était complètement ça. Ouais, c'est plus... Et vous vous souvenez, à l'époque, c'est quand même juste Denise Bombardier qui s'était élevée à l'émission de Bernard Pivot, que j'avais vu en live, moi, puis j'avais trouvé ça vraiment... Ça m'avait marqué. J'avais été sans connaissance de voir ça. Mon Dieu, j'étais fière Je l'aimais plus à l'époque que je l'aimais vers la fin, Mme Bombardier. Là. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé qu'elle était extraordinaire d'avoir fait ça. C'est un statement incroyable. Ah oui, vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter, Sylvain Étienne? Moi, je dirais que je suis un peu comme Caroline, là, pour le point de vue de la temporalité. Parce que si on prend, par exemple, un Lovecraft ou un Agatha Christie, ils étaient aussi un peu dans le collimateur. Mais bon, ça fait un siècle, plus d'un siècle. Les mœurs changent, tout ça. Donc, moi, je lis du Lovecraft, je suis pas abasourdi par quand il parle de termes qu'on ne peut plus employer. Hein, ça fait plus d'un siècle. Mais en même temps, moi, je me demande, est-ce que la société veut ça? Parce que moi, je vais prendre juste un exemple dans le cinéma. On a Roman Polanski. Roman Polanski vivait aux États-Unis. Il a été condamné pour abus sexuels. Il a fait, je ne sais pas, quelques quarantaine de jours, enfin, je ne sais pas, il a été libéré. Il s'est enfui en France, parce qu'il y avait encore d'autres casseroles derrière. Aujourd'hui, Polanski peut encore aller en France, en Suisse et en Pologne. Il ne retournera jamais aux États-Unis. Mais à un moment donné, quand ça s'est su, quand il y a eu encore un autre cas de pédophilie ou je ne sais pas quoi, il a reçu l'Oscar. Il a reçu un Oscar. Ah non, pas un Oscar. Un César. Un César. Pour J'accuse. Un César. Parce que la société... Oui, mais ça a vraiment parti un mouvement parce que même celle qui animait cette cérémonie César-là n'a pas vu revenir. Il y en a des femmes qui sont parties de la salle en furie. Il y a quand même eu... Il n'a pas eu son Oscar, il n'a pas eu son César d'une façon très honorable, mettons. Oui, mais il l'a eu pareil. Il l'a eu pareil, je suis d'accord. Ça, pour moi, j'ai pas vu le film J'accuse, là. Puis honnêtement, pour moi, ça fait partie des films que je ne verrai pas. Malheureusement, même si je reconnais que j'ai adoré, c'est lui qui a fait Le Pianiste. Le Pianiste, ben oui. Il a fait des films de malades, c'est clair. Puis moi, j'ai vu Le Pianiste, j'ai complètement adoré ça. Là. Puis je le dis parce que c'est vrai. Est-ce que je le verrais, je le reverrais?
Parce que tantôt, José, tu parlais de ton mécanicien. Oui. Imagine ton boulanger. Absolument. Il fait la même chose. Oui. Donc, il va encore faire du pain. Oui. Faut pas. Je ne vais pas l'acheter. C'est ça, exactement. Non, Exactement ce que je disais, le statut de l'artiste, c'est quand même un être incroyable. Puis en ce moment, on fait tout du bannissement. Tu sais, on bannit tout. On enlève Netflix, on achète local. À quelque part, on fait la même chose, là. Mais on le fait collectivement. Parce qu'on est dans un but commun, mais on est quand même dans une culture de bannissement en ce moment. Puis je suis la première à le faire, vous imaginez bien, hein? Mais c'est quand même cette même logique-là où on décide que. Puis il y a des gens bien ordinaires qu'on boycotte, là, qu'on passe dans le tordeur, là, qui ne sont pas là-dedans, eux autres, là, qui vont souffrir parce qu'on fait ce choix moral-là, qui est tout à fait louable et que je vais continuer à faire, mais il faut en être conscient aussi. Oui. Non, c'est clair, moi je ne sais pas dissocier. Ah, c'est ça. Un être humain, parce que moi j'avais trouvé une belle phrase, c'est que si tu ne veux pas dissocier l'œuvre de l'artiste, c'est refuser un peu la noirceur de l'humain. Ouais. C'est intéressant. Nous on veut refuser la noirceur de l'humain, mais la société ne le veut pas quelque part. Mm-hmm. Il y a, dans mon livre Le Roi Soleil, je trouvais ça que c'était de la synchronicité parce qu'il y en avait une mention justement. Ça dit oui, enfin, on dit qu'il faut séparer l'œuvre et l'homme. Toujours la même réponse facile pour excuser les comportements de merde. De toute façon, pour les membres de la famille, ça ne marche pas. Tant que vous n'aurez pas inventé la chirurgie pour séparer l'homme de l'artiste, on va être pogné pour endurer les deux. Bon. Sylvain, toi, est-ce que tu voulais rajouter ton petit grain de sel avant qu'on conclue ce petit segment? Ben moi, je trouve ça compliqué. Tu parlais tantôt, au départ, tu parlais de morale. Tu disais, est-ce que, tu sais, un viol, on boycotte, mais un avis politique ou quelque chose, ça, c'est correct. Tu sais, où est-ce qu'on trace notre ligne? Puis ça, je pense que c'est personnel, mais en fait, c'est que on peut pas, c'est pas mathématique, c'est de l'art. Et l'art est pas mathématique, c'est juste des émotions. Fait que tu peux être touché par vraiment quelque chose, puis apprécier vraiment quelque chose, puis tu sais, être encore en vie à cause d'une série de livres ou d'une série télé qui était là au bon moment dans ta vie. Puis c'est ça, c'est difficile après ça de dire ben quelque chose est arrivé donc je ne peux plus. Je peux plus profiter de. Tu sais, moi, ma série préférée, c'est Place Melrose. C'est la meilleure série au monde. Mais tu sais, il y a une blague transphobe dans l'épisode pilote. Puis tu sais, je peux pas faire semblant qu'elle est pas là. Fait qu'est-ce que je fais? Ben, j'en parle pas publiquement. Puis en fait, ça, c'est une chose que j'aimerais amener, c'est que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, justement, dans les derniers jours. C'est l'idée de quand on est touché par une œuvre, on n'est pas obligé d'en parler. Mais dans le sens qu'on n'est pas obligé d'en faire la promotion. Puis, j'ai entendu une personne trans récemment qui disait, tu sais, moi, quand je vois des gens là, activement parler de Harry Potter sur les médias sociaux, s'acheter des foulards, puis des affaires, puis montrer ça sur les médias sociaux, c'est être vraiment dans l'univers. Cette personne-là, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle ne pense pas nécessairement « Ah, cette personne-là est transphobe », mais elle ne sait pas. Puis moi, j'ai travaillé en librairie pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, je ne sais pas si vous en souvenez, là, mais il y a eu, on a retiré des écoles 2 albums de Tintin, là, Tintin en Amérique puis Tintin au Congo, parce que c'était vraiment des albums qui représentaient des gens d'une façon qui était vraiment caricaturale puis blessante. Et puis, en travaillant en librairie, ce que j'ai vu arriver, c'est que tout de suite, quand la nouvelle est sortie, les gens sont venus l'acheter, puis tellement qu'on n'en avait plus, puis là, on les a commandés, puis il n'y en avait plus en stock, il a fallu en faire venir. Puis, mais ces gens-là, là,
c'est quoi qui les motive? Est-ce que c'est le militer contre la censure, absolument, c'est ça qui les motive? Ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de racisme au fond de ces gens-là? Tu sais, je fais juste poser la question. Puis, c'est une question qu'on va se poser et c'est une question que cette personne-là, qui est une personne trans, malheureusement, je ne peux pas la nommer, là, j'aimerais ça, citer mes sources, mais tu sais, c'était sur Instagram en flippant, fait que j'ai pas retenu. Mais c'était vraiment un discours intéressant. Puis c'est ça, c'est que cette personne-là disait, ben, on ne peut pas le savoir. Donc, en tant que personne qui aime les personnes trans, je peux ne pas parler d'Harry Potter. Tu sais? D'accord. Et ne pas créer cette confusion-là et vraiment comme... Parce que moi, ça fait des années que je le dis, là, les gens qui m'entourent sont plus importants pour moi qu'un univers de fiction. Fait que je veux démontrer ça. Que tu m'as envoyé? Non? C'est pas lui. OK. Peut-être. Je sais pas. Ça se peut, mais je sais pas. Je le mettrai. Parfait. Mais bref, je trouvais cette discussion-là, ce filon-là vraiment intéressant aussi. Intéressant. Mais en tu sais, je vais aller. Même idée, hein? Hein? On partage pas mal tout le même filon. Tu semblerais. C'était pas voulu. Mais, j'ai essayé de chercher parce que, tu sais, en même temps, c'est un peu facile pour moi de parler comme ça parce que, tu sais, j'ai la misère à trouver vraiment l'artiste, tu sais, qui a fait quelque chose. Finalement, mais j'en suis venu à penser à Bret Easton Ellis. Puis, tu sais, j'écouterai jamais son podcast. Là. Je serais pas capable d'écouter son podcast. Mais je vais probablement lire son prochain livre. Tu sais. Ouais. Mais cette fois-ci, j'en parlerai pas. Moi, j'aime ton idée de ne pas en faire la promotion parce que c'est un peu ça aussi. Hein? En faire la promotion, c'est de l'élever. Puis nous autres, ce qu'on veut, ben, c'est qu'il reste au ras de la pâquerette. Oui, puis tu sais, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est tellement sur les médias sociaux, puis on a tellement l'impression qu'il faut qu'on parle de tout. Tu sais, si on a un compte Instagram de livres, il faut qu'on montre tous nos livres. Si on parle si on a une chaîne YouTube sur le cinéma, il faut qu'on parle de tous les films qu'on a vus. Il y a des choses donc, qu'on n'est pas obligé de montrer. Tu sais, il y a des choses qu'on peut consommer. Dire, hey, ça fait vraiment longtemps. Moi, j'ai pas grandi avec Harry Potter, là, mais mettons que j'ai grandi avec Harry Potter, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas regardés, puis je file un peu déprimé. Tu sais, je comprends ça, le désir de regarder des films, de relire des livres, parce que tu passes un moment, tu sais, je comprends, mais t'es pas obligé d'aller après ça en parler. Mais sachez, merci pour cette belle conversation. Sachez que c'était pas prévu qu'on soit une chambre d'écho et qu'on soit tous sur pas mal la même longueur d'onde. Et je réitère quand même l'appel parce qu'au départ, j'avais fait appel à des gens qui avaient peut-être des avis qu'eux font une séparation claire entre les deux, puis d'échanger, ça peut être intéressant. S'il y a des gens qui sont plus dans cette... sur la ligne qui séparent plus que non, mais la discussion pourrait être intéressante. Mais sachez que le but, c'est pas que personne soit pointé du doigt là, dans cet échange-là. C'est vraiment d'enclencher la réflexion puis d'essayer de réfléchir à tout ça, qui est quand même un mouvement assez récent. Puis, s'il vous plaît, là, ces belles personnes qui étaient là avec moi aussi sur le panel, là, je m'attends qu'on leur envoie juste du bonheur et de la gentillesse. Là. Je ne fais pas la promotion de quelconque méchanceté. Je ne pense que ça ne sert à rien, mais si vous voulez ouvrir la discussion, ça, c'est bien possible avec gentillesse et bienveillance. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été avec moi. Ça a été une super belle heure. Ça a passé très, très vite. J'ai pas pris les commentaires rapidement, les pages du Chêne Sauvage qui ne savaient pas prêter. Je m'excuse. Roberta qui était pas au courant pour Rolling, je m'excuse aussi. J'ai la même réaction que toi, José. Eve qui dit très intéressant la comparaison avec le mécanicien José et qui nous dit en même temps, plus le temps avançait, plus les écarts d'âge grandissaient dans les films de Woody-ish. Je trouve souvent que les œuvres trahissent cette tendance des artistes. Oui, elle touche un point.
parfois à gratter, on Ouais. voit la surface. Ouais. Mais ça peut faire mal lorsque ça a bercé quelque chose dans notre vie. Et sur ce, ben, notre prochaine discussion sera le 17 avril, jeudi le 17 avril. Donc, mettez ça dans votre calendrier. Merci d'avoir été avec nous en commentaire. Merci à ceux qui seront là dans le futur. Et on se souhaite de bonnes lectures. On se revoit à la prochaine.